Alors, je vais inviter maintenant les intervenants de notre table ronde à monter virtuellement sur scène et à tous nous rejoindre. Alors, il devait être 6 au démarrage, mais Patricia Ruiz a malheureusement un empêchement de dernière minute. Je crois qu'il y a beaucoup de contraintes liées notamment au contexte sanitaire que vous connaissez tous. Donc, j'ai eu la chance d'échanger avec Patricia Ruiz il y a 2 jours, donc je pourrais vous donner quelques points qu'elle souhaitait aborder. Alors, merci à tous de nous avoir rejoints cette table ronde. Je vais la structurer en 2 temps, vous l'avez compris. Un premier temps sur le transport de marchandises et puis un deuxième temps avec vous qui vous occupez plus particulièrement du transport des voyageurs. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Tariel Chameroy, président de la commission développement durable de l'Union TLF, transport et logistique de France et directeur du développement durable chez DB Schenker France. Alors, d'abord, je vais vous demander, avec votre casquette de président de la commission développement durable de l'Union TLF, est-ce que vous pouvez, justement, en fonction de tout ce que nous a dit Yann Briand sur cet avenir du transport et sa décarbonation, comment vous l'anticipez du point de vue de l'Union TLF? Quels sont les grands points que vous soulevez? Écoutez, merci bien. On est nombreux, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est. Ça veut dire que exactement. Donc, bonjour à toutes et à tous, et meilleurs vœux pour 2022, où effectivement les actions en termes de réduction d'émissions de CO2 seront encore au rendez-vous. Oui, président de la commission développement durable. Effectivement, l'Union TLF est un acteur majeur pour essayer effectivement d'œuvrer en la matière. Œuvrer, c'est d'abord comprendre les enjeux. Je pense que l'exposé qui vient de nous être fait, voilà, c'est des éléments qu'on partage avec les membres et pour bien comprendre les enjeux. Et je pense que ce sujet-là, maintenant, est bien digéré par la plupart d'entre nous. On est au stade de pouvoir commencer à renforcer, à valoriser les démarches environnementales qui sont conduites dans le secteur. Ça, c'est un autre levier qu'on a entrepris. Évidemment, il y a tout le sujet de la veille réglementaire qui nous prend aussi de l'énergie, veille réglementaire du côté descendant, mais aussi nous-mêmes qui apportons notre contribution à faire évoluer ces règles pour mettre en place, on va dire, les outils qui permettent d'engager nos membres. On essaye aussi de favoriser l'accompagnement des entreprises avec la mise en place de fiches conseils, de développement, de formation, de sensibilisation, d'éducation. Je pense que le programme EVE en fait partie, puisque là, évidemment, on est en avant-course et on essaie de sensibiliser l'ensemble de nos acteurs pour faire en sorte qu'ils adhèrent au programme. Et puis après, aussi, toute la partie mise en place d'outils même parfois un peu techniques, site internet, des styles TRTLF avec des calculs de TCO, CO2 où on contribue effectivement à la création de ce style d'outils. Alors, la question, c'est oui, le secteur bouge et le secteur a fait beaucoup déjà. On a vu des réductions significatives. On est néanmoins que des transporteurs ou des commissionnaires de transport. Donc, quelque part, on hérite des volumes que nos clients, que nos chargeurs nous confient. Donc, effectivement, dans les 2 scénarios qui viennent d'être décrits, nous, on est capable effectivement de mener ces réductions, mais on peut optimiser, on peut faire du report modal, on peut faire beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas les acteurs qui générons la consommation d'un côté et la production de l'autre. Donc voilà, notre rôle se situe là très clairement sur le rôle de ce que peut faire un commissionnaire et un transporteur, c'est-à-dire œuvrer avec ce qu'on nous donne, puisque, allez, je vais le dire de manière un peu triviale, mais nous n'engendrons pas du CO2 pour le plaisir, mais nous le faisons effectivement pour le compte de nos clients et nous essayons de le faire au mieux. Voilà qui donne un peu le panel des actions que l'Union TLF et sa commission génèrent. Et je voudrais juste terminer en disant que tous les membres de l'Union sont les bienvenus dans cette commission qui est très transverse, puisqu'elle œuvre effectivement sur toutes les autres commissions. Et puis, je voudrais quand même saluer aussi son directeur délégué, Jérôme Douy, qui n'est pas avec nous normalement aujourd'hui, parce qu'il avait d'autres engagements, mais qui œuvre aussi sur la question de la commission du multimodal. Donc, on voit bien la transversalité de
de ce rôle. Et puis, tous les enjeux de livraison urbaine qui sont aussi un peu la partie émergée de l'iceberg, hein, puisque c'est là que ça pousse quelque part le plus avec les villes. Les zones à faible émission, voilà. on en parlera. Il y a déjà des questions d'ailleurs sur les zones à faible émission. Est-ce que bon, on y reviendra en temps et en heure, mais effectivement, c'est des sujets, le multimodal, la livraison en centre-ville, sur lesquels on va revenir. Et quand on a préparé ensemble, vous avez même parlé de disruption pour votre secteur avec des innovations, des solutions techniques alternatives qui arrivent. Donc, on comprend à quel point là, c'est un changement qui n'est pas forcément oui, très lent. Ça vient d'être dit. C'est une révolution. C'est une révolution. Je pense que ça a été dit juste avant avec d'autres mots. Mais c'est clairement de manière phénoménale disruptif pour le monde du transport. Tout à fait. Merci. Yvan Stapetensky, alors vous êtes directeur général de TAB Railroad, président du GNTC qui regroupe aujourd'hui 80 adhérents. TAB Railroad, c'est un acteur du transport routier de marchandises depuis 70 ans, qui appartient au groupe familial Open Modal, et le groupe est composé de 4 sociétés opérationnelles, dont TAB. T3M qui est opérateur de transport combiné, BTM qui est opérateur de terminal multimodal et Combirail qui est une entreprise ferroviaire. Donc voilà, il y a tout le spectre à l'intérieur du groupe. Et avant de nous expliquer donc, comment votre entreprise anticipe de son côté le transport du futur, d'ailleurs on y reviendra, quelques mots sur le rapport que le GNTC a rendu au gouvernement en 2021, donc c'est tout frais. Et quelles actions concrètes proposez-vous pour augmenter la part du transport combiné en France et à quel horizon de temps? On va voir que le transport combiné, c'est un thème… voilà, on va passer un tout petit peu de temps sur ce transport combiné. Bien, bonjour à tous. Merci d'abord de cette participation qui nous est offerte aujourd'hui, malgré les problèmes sanitaires. On voit que l'audience est là, donc le sujet suscite de l'intérêt. On n'en doutait pas, et c'est encore mieux quand c'est confirmé avec des prestations telles que celles que vous nous proposez aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation de Yann Briand qui a permis de mettre à un bon niveau de réflexion sur, d'une part, les attentes, les leviers, les moyens. Mais un élément important, je crois, à souligner, c'est aujourd'hui la prise de conscience, et ça ressortait également dans son étude, la prise de conscience des entreprises, au même titre que nous avons des prises de conscience à titre individuel, la prise de conscience des entreprises sur la manière de pouvoir gérer dans la part industrielle qu'ils ont aujourd'hui, en termes de production, la part CO2, la part des externalités négatives au sens global, et demandes qui nous sont transmises aujourd'hui aux transporteurs que nous sommes et que nous avons à traiter pour leur amener les meilleures solutions, les meilleures réponses à court et moyen terme. Ça, c'est un sujet important parce que c'est moteur. Ça nous motive à être encore plus prégnant, être encore plus sur ce sujet et à être encore plus imaginatif et à investir de façon à répondre à cette demande. C'est le cas aujourd'hui du transport combiné. C'est le cas d'une entreprise comme TAB Railroad qui, comme vous l'avez signalé en préambule, existe depuis 70 ans. Donc, le combiné rail-route n'est pas forcément une technique du futur. C'est une technique éprouvée, c'est une technique puissante qui, tous les jours, nous permet, nous, en tant qu'entreprise, de mettre l'équivalent de 300-350 camions sur les rails, sur du longue distance, ainsi que le signalait Yann Briand, nous sommes pertinents à plus de 500 km, économisant en moyenne ainsi 1 tonne de CO2 par transport en équivalent camion sur le même trajet fait par la route. Donc, la volonté aujourd'hui du GNTC, du Groupement national du transport combiné, qui a participé avec tous les intervenants de la filière ferroviaire à la constitution d'un rapport qui a été effectivement remis au ministre du tutelle, alors c'était en juin 2020, c'est un peu plus d'1 an maintenant, pour initier le développement du ferroviaire sur les 10 ans à venir et proposer des solutions, proposer des plans pour cela au ministère du Transport. Ces éléments ont été repris dans la stratégie de relance du fret ferroviaire, avec comme objectif à horizon 10 ans un doublement de la part du ferroviaire en France
dans le mode de transport. Nous sommes aujourd'hui à 9%, l'objectif est de passer à 18%, et pour cela, que ce soit soutenu par un triplement de l'activité du transport combiné, parce que c'est très facile le transport combiné, on met un camion à quai dans les mêmes conditions que le transport routier dans n'importe quelle entreprise pour le chargement, de la même manière en déchargement pour la destination. Entre les deux, nous assurons en toute transparence, mais avec notre technique, le report modal à travers les terminaux de transport rail sur lesquels nous arrivons avec nos véhicules et sur lesquels nous mettons donc les JTI, les unités de transport intermodal sur les trains. Donc, nous pouvons aller beaucoup plus vite dans l'expansion ferroviaire, et c'est pour ça que le transport combiné a cet enjeu de triplement de son activité sur 10 ans pour soutenir ce doublement de l'activité ferroviaire. Merci. Alors, juste petite précision, si vous êtes embêté par les notifications, j'en entends quelques-unes, vous avez un onglet APPS, je crois, en bas du chat, là, juste en dessous, 3 petits points, et vous pouvez cliquer dessus. Il y a un onglet avec voilà, une sonnerie, donc vous pouvez l'enlever, comme ça on n'entendra plus les notifications des chats. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui veulent poser des questions, c'est bien dans l'onglet questions et pas dans le chat, sinon on ne va pas s'en sortir. J'ai vu qu'il y avait n'oubliez pas le fluvial, n'oubliez pas, voilà, donc vous inquiétez pas, on va essayer d'aborder tous ces thèmes-là pendant cette table ronde. Je passe la parole à Géraud Pelat de Villedon. Vous êtes responsable RSE de la supply chain de Michelin. Ça représente 12 millions de tonnes transportées par an dans le monde, 1,3 million de tonnes de CO2 par an, m'avez-vous dit, 3000 camions qui roulent en permanence en Europe. Et Michelin a pour objectif de réduire de 15% ses émissions de CO2 en valeur absolue d'ici à 2030. Alors justement, on vient de parler du transport combiné, mais en quoi cet objectif très, très ambitieux impacte l'avenir de votre modèle d'activité ? Alors, merci de m'avoir invité. Alors, j'ai peur de répéter un peu ce que Yann a dit, mais ça veut dire qu'on a bien travaillé ensemble, donc c'est super. En fait, il faut comprendre que nous sommes une entreprise qui a un passé historique et industriel, qui est donc implantée dans plusieurs pays, avec des contraintes industrielles fortes dans le monde entier. Et nous avons donc des enjeux autour du transport tels que vous venez de les décrire. Néanmoins, il s'avère que notre transition, je dirais, vers une logistique plus bas carbone va nécessairement passer avant tout par un redesign industriel pour arrêter de transporter. C'est vraiment notre premier levier d'action, c'est transporter moins. C'est comment Florent Menegaux a dit en mars 2019, demain, tout doit être durable dans l'entreprise. Et c'est vraiment un sujet qui est au cœur de notre stratégie de supply chain, c'est où on produit pour que notre transport soit le plus faible possible. Donc, ça passe par, bien sûr, l'intercontinental, mais aussi à l'intérieur des zones, comment on va produire au plus près de nos clients. Donc, c'est effectivement un des premiers leviers qui transforme vraiment fondamentalement l'entreprise. Depuis maintenant plusieurs années, on a commencé avec nos produits il y a déjà 30 ans ou 40 ans, mais là, on passe vraiment sur nos processus internes. Et effectivement, ça transforme vraiment fondamentalement l'entreprise, ça transforme la façon dont on fait les projets, ça transforme les décisions qui sont prises. Et maintenant, on voit des décisions qui arrivent, qui sont des décisions qui sont vraiment très étroitement liées au CO2 et non plus au coût ou à la diminution du stock. Donc, c'est un signal extrêmement positif de transformation de notre entreprise. On dit, bah, en fait, on va effectivement générer un peu plus de stock, générer un peu plus de coûts pour limiter le transport. On va investir dans nos usines pour vraiment aller vers des productions au plus près de nos clients. Donc ça, c'est fondamental et c'est une transformation qui est en train de se passer, qui a déjà pris de l'élan. Le deuxième levier, on est vraiment 100% dans le sujet que vous venez de décrire, mais ça n'est que le deuxième levier qui est effectivement autour de transporter mieux, là autour de comment on arrive à optimiser nos moyens de transport. Déjà en remplissant mieux nos camions, ça a aussi été dit longuement et on a tous ce sujet en tête, je pense, parce que c'est avant tout un facteur de réduction d'émissions de coûts. Et on a un deuxième facteur qui est effectivement
essentiel qu'est le multimodal. On travaille notamment avec DB Schenker sur des très belles liaisons entre la Roumanie et l'Allemagne. Quand on a dit on veut faire du train en Roumanie, on dit ah c'est compliqué. Et en fait, il y a bien des solutions qui existent. Ça demande effectivement de l'organisation. Ça demande encore une fois de transformer nos processus internes parce que le train ça existe à l'heure, mais c'est pas au départ, mais pas forcément à l'aller parce qu'il peut y avoir des aléas. C'est moins flexible, donc c'est effectivement important. Et enfin le troisième levier qui n'arrive vraiment qu'en troisième position est autour de l'innovation, des nouveaux carburants, effectivement comment on transforme. Et on a vraiment cette conviction qui rejoint vraiment ce que Yann a expliqué, c'est qu'effectivement, il ne faut pas du tout attendre des carburants. Ça ne nous donnera pas tout, surtout si à un moment, tous ceux qui sont engagés dans Fret 21 se disent « je veux du biocarburant pour 100% de ma flotte », il n'y en aura pas de disponible pour tout le monde. Donc, on a effectivement, ça ne peut être qu'un levier complémentaire dans les années qui arrivent et non pas, ça ne peut pas être pour un chargeur un levier essentiel. Enfin, en tout cas, c'est pour Michelin, je parle bien pour Michelin, ce n'est vraiment qu'un levier complémentaire dans le cas où on a passé le premier levier au crible, donc on est obligé de transporter, on a optimisé nos moyens de transport et en fait, à la fin, toute fin, entre guillemets, on va optimiser. Donc voilà. Et dans l'innovation, il y a quand même des choses qui sont aussi liées étroitement, de la même manière que le multimodal est étroitement lié, tel que l'a dit l'intervenant juste avant, je suis désolé, j'ai oublié votre nom. Effectivement, on a besoin d'investissement, mais de la part des pouvoirs publics ou des entreprises ferroviaires, mais on a aussi besoin que l'État français nous aide, notamment, je pense à un sujet qui nous tient à cœur, qui est le déploiement des méga camions, donc des éco-combis, pour pouvoir transporter, avoir moins de camions sur les routes, avoir des camions plus gros, sans pour autant user les infrastructures ou générer de la congestion ou de l'insécurité. Alors, c'était Ivan Stempesensky, en espérant que je prononce bien. Alors, on va évidemment revenir sur ces trois leviers. Juste un petit focus quand même sur le transport combiné route. Alors, je suis contente de la question de Christina Yugatova qui pose la même question que j'avais posée lors de la préparation. Les chauffeurs routiers resteront-ils à bord de l'unité de transport ou un autre chauffeur prendra en charge la marchandise pour le post-acheminement routier? Alors moi, non, je pourrais presque répondre, mais je vais laisser les spécialistes répondre à cette question de Christina. Alors, si j'ai bien compris, qui souhaite répondre à cette question pédagogie sur le transport combiné? Sur le transport rail, l'avantage est également sociétal, c'est un point important. Les chauffeurs que nous employons, nous, chez TAB et Roth, font en moyenne 250-300 km par jour dans un rayon de 70, 80, 100 km maximum autour des terminaux ferroviaires. Ils amènent donc les caisses mobiles sur les terminaux qui sont chargées sur les wagons, qui sont passés du camion au train, mais bien évidemment, ils n'accompagnent pas la caisse mobile. Ils rentrent chez eux le soir. Ça évite d'avoir 40 à 50 véhicules sur des routes toutes les nuits avec le peu de valeur ajoutée qu'il y a à tourner un volant pendant 700 km. Et c'est un autre chauffeur qui, à l'arrivée sur le terminal ferroviaire de destination, prendra avec son véhicule, son camion, son tracteur et son châssis, la caisse en question qui a été expédiée et l'amènera chez son destinataire. Donc, c'est un aspect sociétal important aussi, puisque aujourd'hui, dans le transport routier, nous avons un manque de compétences sur les conducteurs. Il est chiffré à 40 à 50 000 conducteurs manquants sur le secteur du transport routier. C'est loin d'être négligeable. Ça met même en jeu le développement du secteur et le peu d'appétence, effectivement, pour ce secteur d'activité est compensé avec la technique du transport combiné sur une vie normale. Voilà, de quelqu'un qui prend son travail le matin avec son véhicule et qui rentre chez lui le soir sans avoir d'autres contraintes de vie. Et c'est un élément important aussi dans la politique de recrutement que nous avons aujourd'hui. Donc là, vous avez évoqué cette externalité qui est importante au niveau social. Est-ce que justement, vous pensez que le plan du GNTC qui envisage le triplement du transport combiné dans les 10 ans à venir, est-ce que vous pensez que c'est jouable avec toutes les contraintes, notamment en termes de manque de transporteurs, alors ça, de conducteurs, donc ça justement, ça vient y répondre, mais est-ce qu'il y a d'autres problématiques, notamment en termes d'infrastructures? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un réseau ferroviaire en France qui est vieillissant, qui a manqué d'investissement
sur les 20 dernières années, car tous les investissements prévus allaient au tout TGV pour le transport de voyageurs, ce qui était aussi un seuil à accomplir. Le réseau est aujourd'hui à entretenir, à rénover. Il y a des travaux importants qui s'y déroulent. Ça fait partie du plan de rénovation et des investissements qui sont faits au niveau de l'État. Il faut aussi que l'on accompagne ces travaux avec le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau d'aménagement qui nous permet de travailler correctement, de circuler correctement, puisque ces travaux sont faits la nuit et nous circulons la nuit. Donc, il y a forcément une bonne harmonie à avoir sur travaux et circulation. À horizon de ces 10 ans, nous souhaitons effectivement des investissements tels que les terminaux de transport ferroviaire, qui sont aujourd'hui au nombre de 35. Il nous en faut à peu près une quinzaine de plus pour arriver à passer le seuil critique pour absorber ces volumes, à horizon donc une cinquantaine de terminaux. Ça fait partie des infrastructures qui sont étudiées dès maintenant, car la conception d'un terminal prend à peu près 5 ans entre le moment où l'on décide de son implantation, dans les zones logistiques par exemple, puisque c'est aujourd'hui un élément qui fait partie de la loi climat et résilience. C'est l'objectif, c'est de trouver des solutions ferroviaires dans les sites logistiques. Et donc, nous avons à horizon 10 ans ces créations d'une quinzaine de terminaux qui sont déjà en cours dans la localisation et qui devront être accompagnés d'effets clairs, d'effets de construction. C'est aussi un élément important, c'est la capacité à pouvoir être aujourd'hui accompagné par l'État aussi sur des investissements sur la partie non seulement des terminaux du réseau, mais également sur la partie matérielle, avec des capacités sur les sites industriels de pouvoir créer, innover. Et en cela, je veux dire qu'aujourd'hui, le ministère du Transport est très présent avec la DGITM et prend en compte les besoins de cette croissance ferroviaire qui est un axe majeur, on l'a dit à plusieurs fois, tant sur la notion du développement du transport décarboné, puisqu'encore une fois, le rail est 100% décarboné, mais qui peut être aussi complété, et juste pour terminer mon propos, avec pour les kilomètres amont et aval, avec des techniques de route qui sont aujourd'hui, par exemple, au gaz biométhane et qui permettent d'avoir une chaîne entièrement décarbonée. Donc la technologie du futur, elle est déjà présente, hein. Elle est déjà en cours, elle est à développer cependant. Alors justement, transition parfaite, puisque là on a beaucoup évoqué le transport combiné, on voit tous les avantages que ça peut avoir, à condition d'avoir les infrastructures nécessaires et aussi d'avoir ce rapport au temps peut-être un peu différent. Il y a vous venez d'évoquer les carburants. Patricia Ruiz, lors de notre préparation, avait évoqué le fait qu'elle venait de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt régional pour les camions à hydrogène, avec une plateforme d'hydrogène vert, avec des éoliennes en mer au large de Port-la-Nouvelle pour produire l'énergie et la transformer en hydrogène. Donc, c'est clairement des questions qui se posent à vous tous qui êtes engagés dans le programme EVE et plus largement, bien sûr. Tariel Chameroy, vous êtes directeur du développement durable chez DB Schenker France, la partie transport et logistique des chemins de fer allemands. C'est 6000 personnes en France mobilisées sur le transport routier de marchandises et vous avez chez Schenker un objectif de zéro carbone dès 2040. Alors justement, les leviers, on en a déjà évoqué quelques-uns, sur lesquels vous souhaitez revenir en particulier pour accélérer cette transition dans un contexte, Corinne Dejeune nous le dit dans les questions, de flambée du prix du gaz également, de contraintes sur les carburants qui n'est pas neutre pour vous. Oui, là, au nom de DB Schenker, cette fois-ci, j'ai ma double casquette. Exactement, donc, effectivement. On est la casquette de DB Schenker. Oui, tout à fait. Un objectif donc de contribuer à la neutralité carbone pour 2040. Deutsche Bahn, c'est 16 millions de tonnes de CO2. L'organisation française a des 6000 personnes que vous venez de citer, donc emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est un petit million de tonnes de CO2 et effectivement un objectif à 2040 de contribuer à la neutralité carbone avec des jalons intermédiaires et c'est notre deuxième vague en termes de réduction d'émissions de CO2. La première, on l'avait pris en 2006 avec un arrêt en 2020
où on avait déjà une intention et de réduire de 50%, on a fait 52%, avec des méthodes qui ne touchaient pas à l'énergie à l'époque, puisque aujourd'hui encore, on roule à 80, on roule en vol et on navigue à 97% avec des énergies fossiles. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est majeur. Ça, je pense que c'est le premier point, il faut un objectif. Et ça, c'est ancré dans la politique générale. Alors, on est une entreprise d'État, hein, indirectement, on rapporte au ministère de l'écologie et des transports allemand. Donc, évidemment, on hérite de ça. Donc, ça aide peut-être aussi à certaines prises de conscience. Deuxièmement, il faut une mesure. Et la mesure, on l'a créée nous-mêmes avec un outil qui a pignon sur rue là aujourd'hui, Ecotransit, qu'on a créé en 98. Donc ça date pas d'hier, c'est-à-dire qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis des dizaines d'années maintenant en matière de compréhension de l'enjeu. Ensuite, il faut une ligne directrice. Hein, une ligne directrice, c'est d'aller in fine vers les énergies renouvelables. On pense que l'électricité est le bon moyen. On a l'hydrogène, ça vient d'être évoqué, donc hydrogène vert, évidemment. Et puis, on pense que notre capacité de production doit être au rendez-vous. On peut devenir nous-mêmes producteurs, donc c'est là où on met des investissements en termes de CAPEX pour faire de l'autoconsommation, produire de l'énergie sur nos bâtiments, économie courte, locale. On produit, on a plein de bâtiments, on peut les équiper de moyens de production énergétique, panneaux photovoltaïques, éoliennes et autres, et donc sur nos ombrières du reste, et donc apporter une énergie directe sur la mobilité électrique courte distance et le stockage de cette énergie sous forme hydrogène pour des cas d'usage plus longue distance. Et donc tout ça, ça se concrétise donc par des actions. Et là, on est aujourd'hui dans des actions. Je pense que le temps du calcul, de la réflexion, etc., il est derrière nous. Aujourd'hui, c'est vraiment des actions. Donc, c'est des équipements et des investissements en panneaux photovoltaïques. C'est les installations en dur de bornes de recharge et de stations d'avitaillement à carburant alternatif. Donc, il y a évidemment les énergies finales, l'électricité, mais il y a des énergies alternatives pour le moment aussi qu'on utilise, donc telles que la méthanisation. C'est tout l'enjeu, on n'en parle pas beaucoup, mais le transport, c'est aussi beaucoup d'informatique, donc tout ce qui est lié au Green IT, donc un bilan informatique et des actions sur l'informatique, combien durent les PC, combien dure tout ça dans notre monde. C'est les actions sur les différents modes de transport, je le disais, donc sur la partie, sur notre activité routière, avec des choses qui prennent du poids, ça a été décrit, mais déjà le vélo cargo, on a près d'une vingtaine de villes, une vingtaine de villes sur lesquelles on opère en livraison vélo avec des poids très importants. Les camions électriques, évidemment, il faut les sourcer. Ils commencent à avoir maintenant pignon sur rue. On peut les avoir pour des TCO qui commencent à être intéressants. L'hydrogène, on en a parlé, et donc on a et je peux dire, des expérimentations en la matière en ce moment. Sur la partie aérienne, évidemment, le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, est un moyen effectivement de pouvoir décarboner. Sur la partie maritime, la partie vélique, évidemment. Tout ça est intimement lié au plan de transport, et c'est ce que se disait Géraud Pella de Vildon. C'est un partenariat avec nos clients chargeurs de trouver les options et de remplacer, on va dire, des solutions existantes. Donc le report modal qui a été évoqué par TAB est au cœur aussi des changements. Évidemment le ferroviaire, le fluvial et le ro-ro. Donc la courte distance en maritime courte distance. Donc voilà, juste parce qu'il y avait une question sur le fluvial, est-ce que la part du fluvial a un intérêt justement pour décarboner selon vous? Est-ce que c'est un sujet qui… Et indéniablement, oui, évidemment. Alors, parlons un peu de grammes de CO2 par tonne kilomètre, mais effectivement, si du routier est entre 70 et 200 grammes de CO2 par tonne kilométrique, l'activité fluviale descend très nettement, divise par 10 pratiquement les émissions de CO2. Donc évidemment, c'est des solutions qu'il faut mettre en avant, avec d'autres externalités qui sont évitées grâce au fluvial,
puisque on évoque beaucoup la livraison urbaine en mode fluvial. Il y a des belles initiatives qui sont faites en la matière, et donc décongestion et autres sujets d'externalité que génèrent effectivement les camions sont là au rendez-vous. Donc, vous voyez, mais je pense que le maître mot aujourd'hui pour les entreprises, c'est l'action. C'est vraiment l'action, et je pense que les différents intervenants là, le démontrent. Le temps est passé de calculer et de réfléchir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut l'appliquer. Les solutions existent. Après, il y a des questions financières, hein, évidemment. Et oui, c'est ça. Il y a l'arbitrage financier qui est pas neutre, même si on parle d'urgence climatique et que ça pèse très très lourd dans la balance. On va terminer sur cette partie-là. Alors peut-être avec vous, Ivan Stanpesanski, et également côté Michelin, côté TAB Railroad, quelles innovations mettez-vous en place pour décarboner les transports? Et j'embarque aussi la question de Dominique Lopez Dariba sur y a-t-il à l'heure actuelle d'autres solutions que le tout électrique pour livrer les ZFE qui fleurissent sur notre territoire, ces zones à faible émission dans quasiment toutes les métropoles aujourd'hui qui se mettent en place? La réponse existe effectivement dans ces ZFE. Les ZFE, les zones à faible émission, c'est un très très bon motif pour passer à un transport vraiment décarboné, puisqu'nous n'aurons pas le choix à horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus tard, en fonction des aménagements en géographie et qui pourraient être faits avec les pouvoirs publics. Il faut pouvoir intégrer donc le transport dans ces ZFE à très court terme. Et c'est dans la transition que gère TAB aujourd'hui, TAB Railroad, c'est de compléter la partie rail, donc 100% décarboné puisque électrique, par des camions, des véhicules qui sont depuis maintenant, dans le cadre de la reconversion de notre flotte depuis 2015, équipés de camions moteur gaz qui fonctionnent, alors, sans rentrer dans la technique, au gaz naturel compressé. Et pourquoi ce choix du gaz naturel compressé? C'est parce qu'il permet de pouvoir intégrer un carburant biométhane, donc un carburant 100% vertueux, dont aujourd'hui, il est important de dire que l'avitaillement est possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris des risques sur ces 4-5 dernières années, des entreprises qui ont monté des réseaux, des stations dans lesquelles on trouve du gaz, qui permettent de couvrir le territoire de façon tout à fait correcte, de pouvoir travailler sur un Marseille-Lille avec du gaz GNC. Avec un camion peut faire les 1000 km en trouvant les zones d'avitaillement. Et ce GNC, évoluant sur le biométhane, correspond à 100% aux exigences non seulement du marché, aux exigences législatives par rapport à ces ZFE, mais aussi aux exigences tout simplement sociétales. C'est à savoir qu'un camion gaz aujourd'hui ne produit bien évidemment que très peu de CO2, ne produit quasiment pas de particules. En termes de bruit, il réduit également la facture sonore. Donc, la réflexion, elle est effectivement de correspondre aux éléments législatifs. Les produits existent, ces camions gaz le permettent, et ça permet en termes sociétal, encore une fois, de répondre à nos attentes à tous. Voilà, donc il n'y a pas une solution unique, mais bien, on le sent, un mélange de plusieurs solutions. Et je vois là dans le chat, effectivement, réhabilitation des voies ferroviaires privées permettant de faire du bien à notre planète et moins d'accidents, vive le transport combiné. Alors, il y a également peut-être Tariel Chameroy en rebond de tout ce que l'on s'est dit, et puis une question pour vous également. Quid du retour à la propulsion vélique dans le transport maritime, nous demande Philippe Boidron. Oui, indéniablement, c'est une solution. On voit un certain nombre d'initiatives qui prennent place sur des navires, donc, et les Français sont plutôt en tête sur le sujet. Donc, des constructions de navires véliques qui sont donc de dimensions plus réduites, évidemment, que les porte-containers tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec leur grosse capacité, sur des trades alternatifs. Donc, n'allant pas vers les grands ports
transatlantique du côté des États-Unis, mais sur des ports plus petits tels que Halifax, en capacité de pouvoir emporter donc du container, mais aussi du ro-ro, et puis donc de moindre dimension, hein, c'est évidemment beaucoup moins, et capable aussi de réduire donc la consommation de kérosène marin pour avoir des réductions en termes de CO2 de l'ordre de 80%, ce qui est majeur. Donc effectivement, on voit un certain nombre de chargeurs, dont des commissionnaires de transport, s'engager, puisqu'il y a besoin de leur côté d'engagement ferme, de volume, hein, principalement. Donc évidemment, c'est des chargeurs français vers les États-Unis. Là où je fais un petit appel, c'est qu'ils ont besoin de volume dans l'autre sens, c'est-à-dire du retour au départ des États-Unis pour revenir vers l'Europe et vers la France. Donc voilà, petit appel là aux chargeurs et commissionnaires, si jamais il y a des volumes à prendre dans l'autre sens, vous pouvez me contacter et à ce moment-là, je vous donnerai les bonnes coordonnées pour contacter ces nouveaux moyens, sachant que le pari, évidemment, alors dans un contexte très tendu en termes de prix des transports maritimes, est plutôt intéressant, puisque eux s'affranchissent finalement d'une grande partie du kérosène qu'il faut acheter. Donc voilà, intéressant. Et puis ce sont des outsiders. Alors loin de là, à mon sens, de remplacer la capacité de chargement des gros containers, évidemment, mais je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, j'évoque pas là donc la capacité aussi de pouvoir installer des voiles sur des porte-containers de grosse dimension qui viendront réduire de manière un peu moins significative, évidemment, les émissions de CO2, mais qui accompagnent finalement la puissance moteur classique sur des trajets donc plutôt en pleine mer. Alors, vu les Alors, moi, je voudrais rajouter un petit message quand même important par rapport à ce que vient de dire Tariel, parce que de façon extrêmement concrète, l'AUTF et France Supply Chain se sont alliés pour monter une coalition de chargeurs qui va affréter des bateaux à fréquence hebdomadaire. Donc là, on parle bien de porte-containers de taille relativement quand même significative, puisqu'on parle de 500 TU, donc à fréquence hebdomadaire avec des lead time fixes. Alors, le gain CO2 va probablement être un peu moins, 80%, ça dépend de quoi on parle, mais en tout cas, on a pour ambition de diminuer de 50% les émissions de CO2 par rapport à ce qu'une compagnie classique fait aujourd'hui. Et donc ça, tous ceux qui veulent nous rejoindre, venez. On a déjà quasiment rempli les bateaux toutes les semaines, mais on est toujours de toute manière à la recherche de chargeurs pour compléter nos bateaux, et on devrait lancer l'appel d'offres dans la semaine prochaine. Donc c'est un bon teasing pour effectivement mettre en avant l'engagement de tous ces chargeurs qui s'engagent de façon extrêmement concrète dans la décarbonation du transport maritime. Merci beaucoup pour cette précision. En effet, je vous propose momentanément de conclure cette partie. On y reviendra dans le temps d'échange s'il y a encore des questions avec vous, pour évoquer cette fois-ci. Donc, on a passé du temps là sur le fret, sur le transport de marchandises. On va voir qu'il y a effectivement des similitudes avec le transport de voyage du futur. Et pour nous en parler, nous avons Jean-Claude Bobet qui est avec nous. Vous êtes directeur de l'entreprise Autocar Vincent Bobet, située à côté de Vannes. Donc, on est voisins. Moi, je suis à Vannes. Vous êtes à Tex-Noyello, donc à quelques encablures, dans le Morbihan. AVB a une expertise de transport, une expérience de transport de passagers depuis plus de 35 ans sur toute la France. Et vous avez été les premiers à mettre en circulation en 2018 un autocar électrique. Quelles sont les conditions nécessaires donc, pour développer un parc neutre en carbone dans les années à venir, côté transport de voyageurs, et puis aussi quel est le bilan des 4 années de mise en circulation de votre autocar électrique, Jean-Claude Bobet? Oui, bonjour à tous. Heureux aujourd'hui de représenter les PME, les petites entreprises familiales qui travaillent énormément pour l'environnement. Il y a énormément de petites entreprises qui sont engagées dans le programme EVE. Donc, grosse satisfaction. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, nous sommes basés sur le golfe du Morbihan, sur la presqu'île de Rhuys. Alors, comment aujourd'hui faire rouler des autocars sur une presqu'île, sur un parc naturel, sur les rives du golfe du Morbihan, sans s'intéresser
à l'environnement. Quand nous voyons ce que la nature nous offre aujourd'hui, on est obligé de s'y intéresser. Voilà, donc on a effectivement mis en route le premier autocar électrique en Bretagne, 100% électrique, suite à différentes réflexions avec des clients privés qui étaient soucieux de leur bilan carbone et qui nous ont poussés à aller plus loin dans les transports. Donc, le premier autocar électrique, nous l'avons rentré en 2018 et nous avons commencé pendant 1 an à faire des excursions sur la presqu'île d'Orvis, transporter les touristes. Et suite à cette activité, ce bon rapport qualité, l'appréciation de nos clients, on a décidé de notre propre initiative de mettre un second car électrique sur une ligne Bresgau de la région. Alors, on avait répondu à un appel d'offres avec des autocars thermiques et automatiquement, on s'est dit, bon, pourquoi pas tenter l'autocar électrique. Et on est parti à nos risques et périls avec l'autocar électrique sur la ligne Bresgau numéro 8 de la région. Et vous ne regrettez pas ce choix parce que j'ai l'impression… On ne regrette pas du tout, très bien au contraire. Bon, pour cette ligne Bresgau, il faut savoir quand même que l'autocar doit effectuer un certain nombre de kilomètres. Là, aujourd'hui, nous effectuons 320 000 kilomètres, nous avons effectué avec nos 2 autocars, 300 kilomètres par jour sur la ligne Bresgau. Il faut savoir qu'un autocar électrique comme celui-ci doit rouler et effectuer un minimum de 70 000 kilomètres à l'année pour équilibrer au niveau financier. Bon, donc le bilan économique est équilibré. Le car de ligne interurbaine, 84 000 kilomètres à l'année. Voilà, on a pris l'initiative, on a pris le risque, ça fonctionne. Nous sommes satisfaits, 0 défaut. Et d'ailleurs… peu de maintenance, c'est ce que vous me disiez sur le… Vous avez vraiment réduit les coûts de… Oui, on a réduit les coûts de maintenance par rapport à un autocar thermique, bien sûr, ça n'a rien à voir. Et donc, on est très satisfait de nos véhicules électriques et on espère, et même moi je regrette même de ne pas avoir osé, enfin fallait le faire, mis à l'époque 2 autocars supplémentaires au lieu des thermiques sur la ligne. Voilà, c'est pas fini, vous avez l'ambition d'augmenter le parc et surtout vous produisez votre électricité. Alors, pour la production d'électricité, nous avons 510 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui fait que nous avons produit 100 000 kilowatts l'année passée et nous avons consommé avec nos 2 cars électriques 84 000 kilowatts. C'est-à-dire qu'on revend bien entendu notre électricité à Enedis. Si on pouvait consommer notre propre électricité, on arriverait à être autonome et faire fonctionner nos 2 autocars électriques seuls. Voilà. Et ça, c'était quand même une belle aventure qui est pour nous tout à fait positive. Et puis, on a quand même montré qu'aujourd'hui, avec l'électricité, on peut travailler. Et je suis d'ailleurs assez surpris qu'on ne soit pas plus intéressé à cette technologie, que les transporteurs ne soient pas intéressés, que nos élus non plus ne sont pas plus intéressés. Et on l'a fait de nous-mêmes. Bon, voilà, aujourd'hui. Donc, il faut quand même, c'est certain, pour économiser au maximum, puisqu'un autocar électrique, on doit faire pour les conducteurs de l'éco-conduite. On a mis en place tout un système d'éco-conduite, de formation, et ce qui fait qu'on arrive à avoir de bons résultats. Et on suit régulièrement, tous les mois, nos consommations. Donc, on le fait aussi avec les autocars électriques. L'éco-conduite est importante. Patricia Ruiz, d'ailleurs, si elle avait été avec nous, nous en aurait beaucoup parlé parce qu'elle avait mis au point une formation pour les conducteurs de transport de marchandises. Mais pour vous et pour l'électrique, c'est 20% d'autonomie, le fait de conduire, de privilégier l'accélération douce et linéaire. Bien sûr. Et en plus, sur l'électrique, contrairement au thermique, nous récupérons de l'énergie en ralentissant. Donc, il y a une façon de conduire tout à fait importante pour pouvoir faire des économies d'énergie. Le but recherché est celui-ci. Donc, nous faisons en autonomie, nous arrivons à faire… Alors, on a une région qui est un peu facile pour nous puisqu'on n'a pas de grande… C'est linéaire, c'est plat.
Hein, donc, on fait à peu près, on arrive à faire 300, voire 320 km jour avec une charge, hein, sans souci. Alors, on parlera effectivement aussi peut-être d'autres leviers tels que le gaz. Là, l'électricité, pour vous, ce qui est intéressant, c'est que vous la produisez et vous pouvez recharger chez vous sans aller dans une station de gaz. On reviendra sur les infrastructures. Il y a une question de Florence, peut-être avec Antoine Rouillard. D'ailleurs, je vous passe la parole, Antoine Rouillard. Votre entreprise est basée dans les Côtes-d'Armor, donc on reste en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Vos activités couvrent le transport urbain, scolaire, interurbain, transport conventionné. Alors, votre client, c'est les pouvoirs publics. Hein, vous faites également aussi du transport touristique. Et vous êtes engagé, comme tous les autres, dans cette table ronde dans le programme EVE et vous, le programme Objectif CO2. Quelles actions vous ont permis d'atteindre les objectifs de décarbonation de vos transports de votre côté? Bonjour à tous. Alors, ce qui nous a donc effectivement, on est acteur sur le transport de voyageurs en région Bretagne, plus précisément dans les Côtes d'Armor. Donc, comme Monsieur Bobet, on est tout en bord de mer. On est juste au niveau de Saint-Brieuc, dans la baie de Saint-Brieuc. Donc, en effet, on est engagé, on est labellisé Objectif CO2, ce qui nous a permis d'atteindre nos objectifs. C'est différentes actions. C'est premièrement, quand on a repris l'entreprise il y a 5 ans maintenant, c'est un rajeunissement du parc. Une évolution vers plus de normes Euro 6, tout d'abord sur notre parc qui est enlevé des anciennes normes. Ce qui a permis 2 choses, c'est tout d'abord de diminuer tout simplement la consommation des véhicules et les émissions liées à cette consommation. On a également travaillé sur la formation des conducteurs à l'éco-conduite. Alors, comme beaucoup d'acteurs du transport, mais il me semble important d'insister dessus, puisque aujourd'hui, par exemple, quand on fait du transport scolaire, qu'on a des véhicules qui font entre 10 et 15 000 km par an, ce qui est relativement faible, des véhicules qui sont encore jeunes techniquement, il me semble important de pouvoir faire perdurer ces véhicules, puisqu'on parle d'écologie. Mettre au rebut des véhicules trop jeunes, je pense que c'est une erreur. Donc l'important, c'est de pouvoir accompagner aussi la formation de nos conducteurs sur ces véhicules thermiques afin de limiter leur consommation. On parle de formation. Ce qui nous a semblé important également, c'est d'impliquer les équipes, parce que faire des formations, c'est une très bonne chose. L'important, c'est aussi de réussir à amener nos équipes avec nous sur ce projet de diminution d'émissions de CO2 et d'autres. Il y a de l'émulation interne et voilà, c'est ça, vous faites. Voilà, exactement. Donc, nous, on a fait ça sous la forme d'un petit jeu. C'est un challenge éco-conduite entre conducteurs. Mais ce qui est sympa, c'est que sur la base du volontariat, on a 70% des conducteurs qui se sont inscrits. C'est un sujet qui sensibilise, qui tient à cœur les équipes. Et on a vraiment pu voir une régulation entre nos conducteurs et conductrices. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et le dernier point actuellement chez nous, c'est des carburants alternatifs qui nous permettent aussi de limiter les émissions et de remplacer le diesel, tout simplement. Et quel type de carburant alternatif, justement, pour aller plus loin, vers quoi vous avez envie de vous tourner pour l'avenir et diminuer encore les émissions? Alors, on peut avoir des carburants alternatifs tels que alors qui sont tout simplement qui remplacent tout simplement le diesel. Je pense à des carburants comme le B100 qui peuvent être une solution. Et puis après, il y a toute la transition écologique dont ont parlé mes confrères de la marchandise et mon confrère Monsieur Bobet sur la transition avec l'électrique. On peut avoir du gaz, on peut avoir de l'hydrogène. Et voilà, ce sera ce mix énergétique global qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Merci. Donc, on voit qu'il y a une ambition d'aller encore un peu plus loin. Jean-Claude Bobet, de votre côté, comment aller encore plus loin? Vous m'avez dit que vous allez élargir le parc d'autocars électriques, de produire toujours plus de photovoltaïque. Est-ce que vous avez d'autres pistes?
Non, oui, enfin, nous, ce qu'on voudrait, on a commencé avec l'électrique, c'est de continuer. Je vous dis, aujourd'hui, je regrette presque. Après, on a des contrats avec la région qui se termineront en 2025. Nous, l'idée, elle est de complètement répondre aux appels d'offres sur la ligne, une autre ligne, mais sur les lignes, et puis de mettre de l'autocar électrique. Bon, pour moi, aujourd'hui, l'autocar électrique, c'est facile pour une PME. Les postes de charge sont sur le site. C'est simple de brancher un autocar. On n'a pas des kilomètres de haut-le-pied parce que le souci qu'on pourrait avoir, mettons du biogaz, c'est possible. On a une station à Vannes. Pour nous, c'est 10 kilomètres de haut-le-pied pour aller faire une charge. Donc, l'électrique, pour moi, pour nous, pour certains travaux, attention, hein, j'explique bien, je ne parle pas de grand tourisme. Ça correspond à votre utilisation, vous. Pour voilà. Pour la situation. Il me semble d'ailleurs, avec Michelin, il y a un projet Morbihan Énergie 56 pour construire une station d'hydrogène. C'est quand même ça présente un intérêt pour vous, vous y intéressez? Oui, bien sûr, je m'y intéresse. Je sais que justement la station Michelin, enfin d'hydrogène avec Morbihan 56 Énergie sera ouverte en juillet. Maintenant, il faut les technologies, que les véhicules existent en hydrogène. Je pense qu'on a déjà la station, mais à part des bus, on n'a pas d'autocar aujourd'hui, à ma connaissance, qui fonctionne à l'hydrogène. Et encore un autre problème, c'est le coût. Parce que l'autocar électrique, je vous disais, si on fait de la ligne régulière en faisant 70 000 km à l'année, on arrive à équilibrer notre bilan financier. Avec l'hydrogène, je ne sais pas du tout comment on arrivera à l'équilibrer, parce que là, on ne parle plus de 340 000 euros l'achat d'un autocar, on parle de 800 000. Donc, et l'autocar, aujourd'hui, la technologie n'existe pas. Elle existe en bus. Évoqué, alors ça, c'est pas pour les autocars, du coup, c'est pour les camions de marchandises, mais elle évoquait des prototypes. Elle parlait d'un camion à 600 000 euros, 800 000 euros. Effectivement, c'est de grandeur importante. Et il y a la question de la disponibilité aussi des véhicules. C'est une question d'ailleurs qui concerne tous les types de transports, j'imagine. Oui, aujourd'hui, moi, je ne connais pas de constructeur qui ait construit un autocar hydrogène. Bon, un autocar, alors je parle bien d'autocar, parce qu'on a tendance à confondre l'autobus et l'autocar. Moi, je parle d'autocar. Nous avons des autocars qui roulent électriques. Bon, il y a très peu de constructeurs qui font des autocars électriques. Ce sont des Asiatiques qui sont vraiment en tête, un produit qui est bien fini, une technologie connue chez eux et qui fonctionne. Moi, je peux dire aujourd'hui, je l'ai déjà dit, nous avons eu sur nos véhicules, en faisant 360 000 km en électrique, zéro défaut. Donc, voilà, on a pris le risque. Pour moi, c'est un pari gagné. Maintenant, l'idée, elle est d'en mettre encore un peu plus. Et puis, je reviens encore, dans une région comme la nôtre, il est quand même dommage, il serait dommage de ne pas s'intéresser à mettre des autocars sur la route et pas à s'intéresser à l'environnement. Donc, c'est pour ça que nous, on est partis là-dessus. Et je sais que de nombreuses PME, comme nous, alors prennent d'autres carburants, prennent l'essence, le gaz, mais travaillent énormément. Et je salue toutes ces PME et je suis fier aujourd'hui de les représenter ici. Et je les encourage vraiment à s'investir dans le programme EVE. Merci. Je reprends juste Charline, Estelle Polino dans le chat évoque la solution d'autocar rétrofit avec hydrogène en région Occitanie qui lance une expérimentation avec Safra fin 2023. Donc voilà, ça peut donner des pistes de réflexion et de partage d'expériences, parce que c'est quand même l'objectif de cette matinée, c'est de partager les expériences. Alors, on va bientôt clôturer la table ronde. On a répondu à pas mal de questions. Yann Briand et peut-être l'ensemble des intervenants. Oui, je sais que vous avez une contrainte dans 5 minutes. Est-ce que juste avant de nous quitter et avant de clôturer la table ronde, vous avez regardé un peu les questions, Yann Briand, dans le chat, dans l'onglet questions, vous avez participé, vous avez écouté les débats. Est-ce que vous souhaitez intervenir, réagir sur tout ce que l'on s'est dit? Alors Yann Briand, je ne sais pas du coup si vous êtes encore là. Oui, si. Ouais, je
Je suis encore là, je remets juste ma vidéo pour un dernier mot. Non, c'est très. Non, clairement, j'ai essayé de regarder les questions un petit peu et je vois que je suis très. En tout cas, moi, je suis très content de voir aussi la communauté assez mobilisée. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et en partie des choses, même des. J'allais dire peut-être si je vais sur le champ du discours. Et je pense que là, la plupart des acteurs qui l'ont mentionné, que ce soit voilà, Tariel, Yvan, Géraud, d'expliquer finalement que, bien entendu, vous êtes en général, le système de transport répond à une demande, mais c'est important effectivement de pouvoir exprimer des messages assez clairs envers les décideurs politiques ou les chargeurs également. Géraud a également expliqué ce qui pouvait être fait pour essayer aussi de montrer finalement de quoi vous avez besoin, en tout cas de qu'est-ce qui est faisable. Il y a plein de solutions. Je pense que la conclusion, c'est un peu ça, c'est qu'il y a quand même un ensemble de solutions qui a des défis très importants pour le rail, mais qu'il a une place peut-être sous-analysée dans le rôle qu'il pourrait jouer, sachant que, et je pense que j'ai vu plein de questions là-dessus, on ne peut pas tout attendre des biocarburants gazeux et liquides, parce que c'est important peut-être pour les acteurs du secteur du transport à la rigueur, j'invite à regarder les scénarios de décarbonation de tous les secteurs pour comprendre que l'enjeu du système énergétique, il est justement de pouvoir essayer en gros, de remplir tout le monde, d'aider tout le monde, d'aider le secteur du bâtiment, d'aider également le secteur, et qu'en gros, il y a des vrais enjeux dans tous les secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels, par exemple, tout à l'heure on l'a mentionné, les biocarburants pour l'aviation. Aujourd'hui, on n'a pas, l'aviation intercontinentale, je parle du New York-Paris, nous n'avons pas de solution concrètement pour décarboner ce type de transport à plus de 2000 km. Et donc, on aura besoin qu'il y aura des débouchés pour les biocarburants, mais peut-être que ce n'est pas dans le transport routier. Et donc, ce que j'invite peut-être juste à mettre en parallèle, je pense qu'il y a énormément de solutions finalement pour le secteur du transport, qu'il faut peut-être aussi se dire qu'il n'y a pas une ressource illimitée, ou en tout cas qu'il y a plein d'enjeux à se dire qu'on utilise effectivement sur les biocarburants, qui est un gros sujet, de se dire qu'est-ce qu'on est capable de produire de manière durable sans non plus transformer entièrement à la fois notre agriculture vers un système agroénergétique, sans non plus mettre une pression sur le système électrique pour avoir des biocarburants qui seraient des électrofuels. Il y a des gros défis, donc arriver à se dire peut-être comment on peut utiliser l'électricité en direct, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace en général, sans avoir besoin de la transformer entre-temps, et comment peut-on se passer des moteurs thermiques le plus possible. Il est là le défi, parce qu'il y a d'autres secteurs qui ne peuvent pas s'en passer, ou en tout cas sur lesquels aujourd'hui on a très peu de solutions, ou même, on expliquait même sur le maritime, il y a des enjeux où des secteurs qui sont encore plus compliqués. Et je ne parle même pas de certains secteurs industriels où il y aura besoin effectivement de chaleur à haute température, et que donc quand même des carburants qu'on peut brûler, si je me permets de dire comme ça, ce sera toujours nécessaire. Donc je pense que c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Il y a des interactions avec les autres secteurs de l'économie qui eux aussi ont besoin de vecteurs décarbonés. Et peut-être que c'est ça un des derniers messages que je voudrais passer. Ça nécessite, j'ai conscience que ça nécessite peut-être de sortir uniquement des activités du transport pour regarder comment notre économie doit se décarboner dans son ensemble, et se rendre compte effectivement que y a des choix peut-être technologiques qui vont nous être imposés pour être sûr qu'on décarbone l'économie dans son entièreté, et qu'on ne se met pas en compétition les uns et les autres sur les différents vecteurs énergétiques. Merci beaucoup Yann Briand pour c'est un peu une forme de conclusion, et merci aussi d'avoir répondu dans le chat, d'avoir participé à ces deux niveaux à la réussite de cette matinée. Je sais que vous avez une contrainte, mais on a encore 2 minutes si les intervenants de la table ronde souhaitent passer un dernier message, si vous avez envie de souligner un point, une alerte pour terminer nos échanges. Nous avons encore un peu le temps. Oui. Moi, je veux bien parler 2 minutes, mais je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé pour le moment, depuis le début, ou en tout cas, ça m'a échappé. Moi, je pense aussi que la décarbonation passe par la collaboration. Tariel en a parlé rapidement, mais je vois qu'en fait, autour de la table, là, on a quand même pas mal travaillé ensemble, mais on s'aperçoit que l'émergence des solutions
passe par la collaboration. Je vois le partage d'expériences autour des bus électriques. Ben, en fait, tout ça, c'est de la collaboration. C'est des gens qui acceptent de collaborer, de partager. Et voilà, moi, je pense que c'est un message fort. C'est de dire, ben, rejoignez les organisations qui ont des labs qui travaillent sur ces sujets. Investissez-vous dans les labs parce que vous n'aurez pas la solution tout seul. Et donc, voilà. Donc, c'est un message un peu positif de dire, bah, voilà, venez, collaborons. Et cette plateforme, voilà, Eve, elle est là pour ça. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est aussi un message important à passer. Merci beaucoup. Tariel Chamora, vous souhaitiez aussi intervenir? Oui, non, je voulais saluer ce que Géraud disait. Effectivement, je voulais dire structurer sa démarche. Et ça, c'est important. Et je crois qu'il faut se raccrocher effectivement au programme EVE, Objectif CO2, EVCOM pour nous, les transporteurs et les commissionnaires de transport. Ça structure la démarche, ça pousse à l'interne. Je veux dire, il y a encore du monde à convaincre. Donc, il faut toucher l'axe véhicule avec les acheteurs, il faut toucher l'axe énergétique avec les gens qui gèrent l'achat et la gestion de l'énergie, il faut toucher les ressources humaines avec l'axe conducteur et l'éco-conduite, il faut toucher les informaticiens avec l'axe informatique, et puis évidemment tout l'achat sous-traitance. Quand on passe dans EVCOM, on est nombreux à être des commissionnaires de transport, c'est toute la chaîne du transport qui doit être transformée. Donc on a un énorme travail qui a été fait de manière collaborative. Les unions ont été présentées avec ces deux outils que sont EVCOM et Objectif CO2. Je ne parle pas de Fred 21, évidemment, parce que ce n'est pas mon rôle, mais voilà, je crois qu'il faut les utiliser. Ça permet de pousser en interne. Il y a un énorme travail en interne pour convaincre et faire émerger pour que chacun joue son rôle de colibri. Merci beaucoup. Yvan Sandpedensky, vous souhaitiez également ajouter un dernier mot? Oui, tout à fait. Au même titre que les deux précédents intervenants, moi, je souhaitais souligner l'implication de l'ADEME et des outils qui sont aujourd'hui à notre service, comme la charte, le label Éco-CO2. C'est effectivement dynamisant dans les entreprises, ça structure, ça donne un cadre, ça fait participer la globalité des salariés, c'est valorisant. Et encore une fois, merci à ces initiatives qui nous permettent aujourd'hui d'avancer. Et donc, je ne peux que les conseiller effectivement à ceux qui sont aujourd'hui dans des initiatives individuelles, la collaboration et l'émulation que l'on trouve au sein d'initiatives de l'ADEME est tout à fait favorable à ce que l'on puisse grandir individuellement. Eh bien, merci à tous. Oui, Jean-Claude Bobet, tout à fait, pour terminer. Juste, je voulais remercier l'ADEME et nous, on est convaincus du travail que l'on fait. Par contre, je voudrais profiter aujourd'hui d'interpeller nos élus parce que quand je vois encore les appels d'offres qui sortent régulièrement avec comme note 10% pour l'environnement, 20% pour le dossier technique et 70% le prix, moi, j'invite les élus à venir voir sur le terrain ce que l'on fait parce que je trouve dommage que les entreprises qui sont convaincues, qu'on avancé, ne soient pas reconnues. Alors, on fait des grands discours sur l'environnement, sur des tas de choses, et sur le terrain, on s'aperçoit qu'on oublie tout ça. Et c'est bien dommage. Et ben voilà, je voulais interpeller nos élus, et je les invite, notamment de la région Bretagne et tous les élus du secteur, à venir voir un peu ce qui se fait sur le terrain. Voilà, effectivement, les appels d'offres, c'est également un levier important pour faire bouger les lignes. Antoine Rouillard, je vous voyais approuver. Vous vouliez ajouter un tout dernier mot pour conclure? Oui, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est que nous, dans le transport de voyageurs, on peut parler de mix énergétique, etc., mais j'ai vraiment une conviction, c'est que cette transition, elle se fera main dans la main avec les pouvoirs publics. Et ce main dans la main, il passe en partie par les cahiers des charges d'appel d'offres et la valorisation des efforts qui sont consentis par les entreprises. Eh bien, merci pour ces précisions. Un grand bravo à tous pour la qualité des débats et les questions des 383 personnes encore connectées. Et, voilà, pour avoir alimenté ce débat. Merci beaucoup Yann Briand d'avoir été avec nous, notre invité d'honneur de cette matinée.